Silver Echo, le podcast, vous présente Parole d'experts, un podcast enregistré lors du Festival international Silver Echo Bien Vieillir 2023 au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré à la coordination autour du domicile, avec la participation de Henri Boucher, directeur général délégué de Xelia, et Alain Monteux, président de Tunstall France, Vitaris et Tunstall Benelux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast en direct du Palais des Festivals de Cannes à l'occasion du Festival international Silver Echo 2023. Nous allons nous intéresser à la question de la coordination autour du domicile, la bonne information au bon moment à la bonne personne. Autour de moi, Henri Boucher de Xelia et Alain Monteux de Tunstall. Peut-être un rapide tour d'horizon, une rapide présentation de vos entreprises à l'un et à l'autre. Pour commencer, Alain, peut-être vous en premier ? D'accord, bonjour. Donc Alain Monteux, je suis le président de Tunstall Vitaris, qui est le premier téléassisteur de France. Et donc la téléassistance, c'est le petit bouton rouge qui vous permet d'être lié 24 heures sur 24 à une centrale d'écoute et d'appeler en cas d'urgence, de malaise, ou tout simplement si vous avez besoin d'échanger ou de rire un moment. Ou de rire un moment. C'est retenu, on en reparlera tout à l'heure. Henri Boucher de Xelia. Bonjour, donc je suis Henri Boucher, directeur général délégué du groupe Xelia, et nous sommes un éditeur, accompagnateur et formateur. Donc nous accompagnons les structures d'aide et d'accompagnement à domicile qui justement viennent auprès de Madame Martin pour s'assurer de son bien-être. Alors Alain, en tant qu'acteur de la téléassistance, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle permet aux familles et aux secours d'avoir la bonne info au bon moment ? Donc la téléassistance, vous l'avez compris, vous permet d'avoir quelqu'un qui intervient en cas d'urgence et vitale. Donc c'est une solution qui sauve des vies. Et quand on parle de sauver des vies, il faut donner la bonne information au bon moment, notamment aux familles pour leur expliquer ce qui se passe, ne pas donner des fausses informations, appeler les services de secours, essayer de leur décrire exactement la situation au domicile pour qu'ils puissent mettre les bons moyens, leur donner, si nécessaire, les codes d'accès, comment on peut arriver dans l'appartement, s'il y a une boîte à clés, et aussi informer le service à domicile que le bénéficiaire est à l'hôpital. Donc, donner la bonne information à tout l'environnement, encore une fois, dans un contexte de sauver des vies et d'intervenir le plus rapidement possible. Est-ce qu'on peut parler également de la possibilité d'expliquer où la personne a chuté exactement, de quelle manière, est-ce que c'est grave, pas grave ? On peut aller jusque-là ? Exactement. Aujourd'hui, on parle de téléassistance à domicile, mais on parle aussi de téléassistance en mobilité. Donc, ça peut être quelqu'un qui est dehors, qui est géolocalisé. Donc, il s'agit de donner la bonne information en termes de où elle se trouve avec le plus de précision possible, si elle est en mobilité, vers où elle se dirige, pour qu'encore une fois, les services de secours interviennent le plus rapidement possible au bon endroit. Henri Boucher, vous êtes éditeur de logiciels pour le SAD, donc le service d'aide et d'accompagnement à domicile, et puis également pour les services d'autonomie. Pouvez-vous nous expliquer comment le cahier de liaison numérique répond à ce besoin de coordination ? C'est vrai que je pense que tout le monde a une image de ce cahier de liaison Clairefontaine ou Canson qui est posé sur la table de la cuisine. Donc c'est formidable, ça permet aux auxiliaires de vie, aux aides-soignantes qui se relaient auprès de Madame Martin de trouver une information. Bon, le problème, c'est que cette information, elle reste dans la cuisine, elle ne circule pas. Donc l'avènement un petit peu de ce cahier de liaison numérique, c'est de digitaliser cette information et de faire en sorte qu'elle circule mieux et qu'elle soit du coup mieux positionnée. Vous prenez l'exemple d'une intervention qui termine, il y a besoin de faire une transmission, mais si on la laisse juste dans le cahier, ce n'est que quand la prochaine personne arrivera qu'ils la verront. Alors que là, cette information, elle circule, elle permet de déclencher un autre type d'intervention, elle permet d'envoyer peut-être quelqu'un de plus expérimenté par rapport à une situation particulière. Et c'est dans ce cadre-là, du cahier de liaison numérique, que nous nous sommes rapprochés d'Alain et de Tunstall pour justement voir de quelle manière cette information dont dispose le téléassisteur peut arriver jusque dans la main, justement, de l'intervenante qui va intervenir. Moi, mon rêve, c'est quand Isabelle franchira demain la porte de Madame Martin, elle soit déjà informée qu'hier soir, elle a appelé le téléassisteur. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. L'information arrive trop tard. Et donc, dans cette recherche de la bonne information au bon moment à la bonne personne, on cherche justement à coordonner les différents acteurs qui gravitent autour du domicile de Madame Martin.
Alain, je reviens vers vous. Est-ce que justement, en tant que téléassisteur, il ne serait pas opportun d'enrichir et de bénéficier du cahier de liaison numérique pour contribuer à cette coordination à domicile ? Alors oui, la téléassistance a un avantage dans ce cadre, c'est que c'est le seul service qui est relié 24 heures sur 24 avec le domicile. D'accord ? Nous pouvons appeler le bénéficiaire ou le bénéficiaire peut nous appeler. Donc évidemment que dans ce cadre-là, c'est très important d'avoir une logique de partage d'informations et que la téléassistance joue tout son rôle. Et on peut prendre beaucoup d'exemples dont on se rend compte tous les jours quand Madame Martin nous appelle parce qu'elle attend son plateau repas et qu'elle s'inquiète. Quand l'infirmière de Madame Martin arrive au domicile et qu'elle ne la trouve pas, elle se demande si elle n'a pas été hospitalisée. Ça, c'est une information que nous avons. Quand Madame Martin appelle plus de 20 fois par jour et donc on sent des pertes cognitives, c'est important de pouvoir prévenir son infirmière ou sa famille. Quand nous décelons une solitude forte chez Madame Martin, voire un problème de nutrition, c'est important aussi de partager cette information. Et c'est important aussi que l'aide à domicile puisse nous contacter quand elle sent que la solution qui est mise au domicile de Madame Martin ne lui convient pas et qu'il faudrait la faire évoluer, par exemple, parce qu'elle constate qu'elle se sent plus seule, parce qu'elle constate qu'il y a un risque de chute plus important, par exemple. Et donc, toutes ces situations sont réelles et on doit mettre en place ces logiques de partage, non pas pour partager de l'information, mais pour faire bénéficier aux bénéficiaires de la meilleure solution au domicile à l'instant T. Alain Monteux, si je vous comprends bien, là on est dans des situations que vous avez décrites, qu'on peut effectivement rencontrer. Ça c'est aujourd'hui, c'est demain. Les gens qui sont téléassisteurs, je ne sais pas comment on dit, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils soient quand même formés, ou peut-être mieux formés, à faire la distinction entre tout ce que vous venez de dire? Il y a des fois de la détresse psychologique, ça peut être physique, ça peut être une erreur, ça peut être un besoin de compagnie. Est-ce qu'il y a besoin de formation? Là, on parle du côté RH, hein, on est dans les ressources humaines, mais... Tous nos chargés d'écoute, qu'on appelle des anges gardiens, parce qu'ils veillent sur les personnes au domicile, seront effectivement formés à réagir sur un appel d'urgence, mais de plus en plus, ils sont formés à la détection de situations anormales, dénutrition, personnes qui se sentent seules, maltraitance. Effectivement, ça fait partie du parcours de sensibilisation et de formation et ils sont en lien 24 heures sur 24 avec une cellule d'assistance psychologique qui intervient d'ailleurs pour aider nos bénéficiaires, mais aussi nos anges gardiens. Henri Boucher, je reviens vers vous. En tant que président de l'association EDES, je crois que vous avez initié des travaux d'interopérabilité justement sur ce sujet-là, afin de rendre tout ça possible. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il faut que l'information circule, mais s'il n'y a pas de passerelle technique qui le permette, finalement on s'arrête à un vœu pieux. Les acteurs se cohabitent les uns à côté des autres, mais l'information ne circule toujours pas. Et pour éviter, si vous voulez, qu'on soit dans des logiques techniques de flux propriétaires, où une fois qu'on l'a fait entre un téléassisteur et un éditeur, donc entre Alain et moi par exemple, c'est dommage de s'arrêter là, parce qu'en fait, Alain pourrait travailler avec d'autres éditeurs, je pourrais travailler avec d'autres téléassisteurs, et c'est comme ça que l'information va vraiment se mettre à circuler. Donc le but de cette association EDES, c'est une association qui existe depuis 20 ans maintenant, qui fait émerger un standard d'interopérabilité pour que justement ça puisse se diffuser à l'intérieur d'un secteur. Parmi nos derniers travaux, il y a eu la mise en place d'un flux qui a permis de faire transiter l'information entre les conseils départementaux et les structures d'aide à domicile. Ça a très très bien fonctionné, ça s'est déployé dans plus de la moitié des départements aujourd'hui et ça continue son fort déploiement. Là aujourd'hui, l'association EDES, grâce aux travaux que nous avons menés en atelier avec Alain, d'autres téléassisteurs et les membres de l'association, nous allons pouvoir annoncer le 20 septembre prochain la sortie de la V1.5 de ce format qui va embarquer les spécifications qui vont permettre à un téléassisteur et un éditeur de logiciels pour les SAD de pouvoir communiquer la bonne information. Il y a plusieurs cas de figure qui ont été pris en charge. Le premier qui est donner la possibilité au téléassisteur de savoir quand est-ce que l'aide à domicile arrive. C'est aujourd'hui un problème qui a été remonté dans nos cas d'usage qui est Madame Martin a appelé 20 fois pour savoir quand est-ce qu'Isabelle arrivait, mais le téléassisteur, il n'en sait rien. Alors que là, avec ce flux, il va pouvoir interroger automatiquement le système et récupérer l'heure d'arrivée de l'aide à domicile. Ça change tout dans la relation et dans la prise en charge de Madame Martin, puisque ne vous inquiétez pas Madame Martin, Isabelle arrive à 10h, il n'est que 9h30.
Ça, c'est le premier cas d'usage. Mais le deuxième cas qui a été évoqué, qui est intégré dans ce flux technique, c'est Madame Martin part à l'hôpital. Là, le téléassisteur est au courant puisque c'est lui qui a déclenché les secours. Il a cette information. Mais Isabelle, elle ira demain à 9h comme d'habitude. Personne ne l'a prévenue. Donc, elle va arriver à domicile, il n'y aura personne. Et donc, pour la structure, c'est aussi des enjeux économiques parce que finalement, cette intervention, elle va être payée, mais elle ne sera pas facturée puisqu'il n'y avait personne en face. Donc, il y a des logiques économiques de bonne circulation de l'information. Et voilà. Et ça, c'est le rôle de cette association EDES, c'est de faire émerger des standards pour faire en sorte que ces envies de faire circuler l'information deviennent réalité. Je reste avec vous encore un petit instant. Cette circulation de l'information, aujourd'hui, très concrètement, quels en sont les freins ? Qu'est-ce qui l'empêche ? Ce qui l'empêche, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est que si à chaque fois qu'on a envie de parler avec un acteur, il faut recommencer les développements à zéro, en fait, économiquement, c'est pas intéressant pour l'une et l'autre des parties. Donc, en fait, ça ne se met pas en place. Si on fait émerger un standard, eh bien, en fait, on intègre ce standard dans les outils et après, on peut parler avec beaucoup plus de gens. Donc, ça devient une réalité parce que ça peut se diffuser beaucoup plus facilement grâce à l'émergence d'un standard. Merci beaucoup. Alain, je reviens vers vous. Une fois que ces outils de coordination sont mis en place, est-ce que la suite ne serait pas de favoriser la détection des besoins de la personne aidée afin de favoriser le développement d'un portefeuille de services coordonnés ? Alors exactement. Donc là, la première notion, on l'a vu, c'est de partager l'information et la partager de façon automatique. L'idée, c'est pas de reproduire un cahier papier en informatique, mais bien de pousser l'information aux bonnes personnes. Ce qui va nous permettre, en utilisant ces informations, peut-être de détecter de façon automatique des situations anormales ou des situations de mal-être, par exemple. Et ça va nous permettre aussi de proposer des nouvelles solutions. Parce que quand l'infirmière à domicile, quand l'aide à domicile va nous faire remonter des informations, on peut prendre en compte ces informations pour proposer des nouveaux services. Des nouveaux services que peut proposer la téléassistance, par exemple en mettant en place d'une cellule d'appel sortant qui va vous appeler de façon régulière parce que vous vous sentez seul et que vous avez besoin de réconfort. Mais ça peut être aussi des services qu'on va aller chercher avec des partenaires qui vont pouvoir proposer des petits services à domicile, des partenaires qui vont, et on vient de s'engager avec un partenaire pour justement proposer de façon régulière des évaluations au domicile sur les solutions mises en œuvre pour les faire évoluer dans le temps. Et l'idée, c'est vraiment, demain, grâce à ce système où on a la bonne information, de vous prendre où que ce soit sur votre parcours de l'autonomie et, dans le temps, de mettre en place la bonne solution et de resserrer les mailles du filet en fonction de votre avancée sur votre parcours de la perte d'autonomie. Et un des réseaux avec lesquels vous êtes justement en lien, c'est un réseau d'ergothérapeutes. Exactement. Donc là, on vient de signer un contrat avec Allogia, réseau d'ergothérapeutes, pour justement faire ces évaluations à domicile de façon régulière. Et je pense que c'est une grande avancée par rapport à on met la même solution à tout le monde, elle ne bouge jamais. Là, on va pouvoir vraiment l'adapter à votre besoin. Et est-ce qu'on pourrait dupliquer ça, peut-être à d'autres domaines, sur d'autres choses ? Ce partenariat qui est intéressant, il pourrait se développer, se multiplier dans d'autres domaines ? Oui, j'ai parlé tout à l'heure des petits services à domicile, de personnes qui sont seules, où on peut mixer des appels sortants avec des personnes qui vont à domicile, des étudiants par exemple, qui, sous prétexte de changer une ampoule, vont aussi jouer aux échecs avec vous, ou avoir une conversation, vous accompagner aux courses. D'ailleurs, j'ai lu une bonne BD sur le sujet, si vous voulez la lire, c'est Échecs de monsieur Victor Pinel, qui prend ce cas du réconfort et des échecs. Très belle BD. C'était la petite minute culturelle, on ne dit pas non. Henri, est-ce que justement le portefeuille électronique que vous proposez désormais à vos clients, c'est une réponse aux besoins de gestion des courses à domicile ? Là, on est exactement dans un cas d'émergence d'un nouveau besoin. Alors qu'en fait, il a toujours été là. Madame Martin, aujourd'hui, elle est en perte d'autonomie, elle est à son domicile et elle n'a plus l'énergie ou la capacité à aller faire ses courses. Comment elle fait aujourd'hui ? Elle donne sa carte bleue à Isabelle, avec son code. Ou alors, pire, elle retire de l'argent, elle donne du liquide. Ce qui crée une angoisse terrible pour la fille de Madame Martin, qui est en général à 400 km et qui se dit « mais qu'est-ce qui se passe avec cette carte bleue ? Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de voler ma maman ? Est-ce qu'il y a un problème de confiance qui émerge ?» Et donc, nous, on a voulu appréhender cette problématique justement de ce portefeuille de services et proposer à nos clients de pouvoir, au travers du cahier de liaison numérique, permettre aux intervenants de disposer d'une carte de paiement
Cette carte de paiement, elle va être totalement verrouillée dans un écosystème propre à Madame Martin, donc on ne pourra aller faire des courses qu'à un certain moment, chez un certain type de commerce. Et dès que Isabelle sort du magasin avec 32,44 € de dépenses, elle a automatiquement sur son téléphone portable une notification qui lui demande de photographier le justificatif, ce qui fait que la fille de Madame Martin, à 400 km, est totalement rassurée parce qu'elle voit directement, que les courses ont bien été faites, elle sait qu'il y a eu le justificatif de cette dépense. Donc c'est vraiment par ces outils et ces innovations technologiques qu'on peut enrichir ce portefeuille de services au bénéfice de la meilleure prise en charge de Madame Martin. Et très concrètement, que nous soyons aidants, que nous soyons usagers, que nous soyons personnes âgées dépendantes, comment on peut faire pour contribuer au fait que la bonne information soit donnée à la bonne personne au bon moment? Est-ce qu'il y a des réflexes? Est-ce qu'il y a des choses que tout un chacun peut faire? Est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question? Henri, oui. Je commence, je laisserai Alain poursuivre, mais dans l'idée, si vous voulez, nous, au travers de ce cahier liaison numérique, nous avons bien évidemment mis en œuvre une application famille. Faire en sorte que la famille puisse contribuer à ce cahier liaison. Évidemment que dans l'écosystème, l'environnement qui gravite autour de Madame Martin, il y a des informations qu'il faut transmettre. Des anecdotes sur lesquelles l'auxiliaire de vie peut démarrer son intervention avec ce petit moment autour du café pour pouvoir parler de quelque chose. Voilà, c'est des moments clés comme ça au travers des informations qui sont données. Mais une des premières choses, c'est vrai qu'à partir du moment où la famille va faire l'effort de prendre connaissance du cahier de liaison, elle va enlever une certaine forme de pression qui n'est pas toujours agréable pour le service d'aide à domicile, qui se sent appelé en permanence. Est-ce que vous faites bien les choses? Est-ce que vous faites bien? Là, en montrant, lorsque le service à domicile va donner de l'information au travers du cahier de liaison, ça va enlever une certaine forme de pression. Une confiance va s'instaurer plus fortement entre les services. Et donc là, ça va améliorer le service de Madame Martin. Merci. Alain, quelques mots là-dessus? Même réponse avec la téléassistance. Nous avons mis en place une application aidant qui permet à l'aidant principal ou à la famille d'avoir accès aux informations et d'être rassuré sur le fait que le dispositif à domicile fonctionne, pour savoir s'il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges, comment mon papa ou comment ma maman se sent, ce qui permet aussi d'être rassuré et de se dire en un coup d'œil, tout va bien. Et ce partage d'informations dont on a parlé tout à l'heure va permettre encore d'enrichir cette application. Et allez, partons un petit peu dans la science-fiction. En 2050, il y aura plus de 2 millions de seniors en France. Comment est-ce qu'en 2050, vous imaginez, dans le meilleur des cas, une bonne communication? Henri, peut-être? Moi, si on réalise notre rêve le plus fou, c'est qu'il n'y ait plus de frein à ce que cette information circule. C'est que ça soit naturel. Alors, on sait qu'aujourd'hui, l'information est centrale pour pouvoir réussir la qualité de son service, mais parfois, on a tendance à la garder que pour soi. On a parlé des évaluations tout à l'heure qu'évoque Alain. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde fait son évaluation. Et à chaque fois, Madame Martin, elle n'en peut plus. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau service qui est mis en place, il recommence une évaluation. Il lui repose les mêmes questions. Voilà. Je rêve d'un jour où, effectivement, les informations collectées par les uns et les autres serviront à tous. Et on arrête de poser N fois les mêmes questions à Madame Martin. Voilà. Ça, si en 2050, et j'espère bien avant, on aura réussi ce défi de faire circuler l'information, j'en serai très heureux. Même question pour vous, Alain. En 2050, la bonne information au bon moment, à la bonne personne, ce serait quelle innovation, quel changement? Ça serait juste de comprendre qu'on travaille tous pour le bien-être de Madame Martin, ensemble, et que dans ce cadre-là, on doit communiquer pour apporter le meilleur service sans frein. Et il n'y a que comme ça que Madame Martin aura la meilleure sécurité possible, la meilleure sérénité, et pareil pour son aidant. Donc mettre un frein à ce partage d'informations en comprenant qu'on est tous là ensemble pour mettre en place le meilleur panel de solutions. Décidément, Madame Martin est la star de ce podcast. Henri Boucher, oui, je vous écoute. Non, juste simplement, ce qu'on peut souhaiter à Madame Martin, c'est d'être toujours là en 2050. Effectivement, ce serait une bonne chose. Quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Oui, Henri.
On est ravis avec Alain de pouvoir contribuer dans ces ateliers qu'on a menés au sein de l'association EDES, justement à faire émerger cette nouvelle façon de casser les barrières pour que l'information circule. Je pense qu'on est encore au début de l'histoire. Il y a beaucoup de travail à faire pour que ça se diffuse vraiment. Mais il faut y croire, il faut des précurseurs pour que les choses se mettent en place. Et donc, on compte sur l'ensemble de l'écosystème pour se projeter dans ce nouveau standard et le déployer massivement. Alain, le mot de la fin, c'est pour vous ? Eh ben, écoutez, je souhaite que cette norme se mette en œuvre le plus rapidement possible et qu'effectivement, comme l'a dit Henri, que tout le monde s'en saisisse et au bénéfice de tous. Merci à Henri Boucher et Alain Monteux pour leur participation. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast en direct du Festival Silver Echo 2023. Merci de votre écoute. Au revoir.